Bonjour à tous. Salut, salut. Salut tout le Salut tout le monde. monde. Bon allez, il n'y a pas Jérémy aujourd'hui, du coup c'est moi qui prends le lead sur la présentation parce que on s'est pas organisé mais que je vais dire que c'est moi qui le fais. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les chroniques d'Alira, ces chroniques où on parle évidemment d'IA et de blockchain puisque ce sont les chroniques de notre école au cœur de l'innovation. Aujourd'hui donc on reçoit Michael. Michael, salut. Qui es-tu, Hello, Chaga? hello. Eh bien, je suis. Alors, j'ai plusieurs casquettes, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de formateur référent sur le parcours IA. Et Gaëtan, un grand plaisir de te retrouver. Salut à tous. Et donc, bon, je me représente aussi rapidement. Donc, moi, je suis formateur de la formation finance décentralisée et de la formation consulting blockchain chez Alira également. Et enfin Virgile. Salut tout le monde. Moi, je suis surtout rédacteur, donc tout ce qui est contenu comme newsletter, script, etc., c'est moi qui m'en charge. Et donc du coup, avec nos chroniqueurs du jour et moi-même, on va essayer de vous parler de l'actu. Et l'actu principale de la semaine et de la semaine passée, notamment sur la partie blockchain, c'est l'ETF de l'ETH. Donc l'ETF, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de groupements d'actions ou de produits financiers en général, dans lequel on a pu introduire enfin l'ETH. En tout cas, l'Amérique a accepté ça. Et donc, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les conséquences pour l'ETH? Quelles sont les conséquences pour, je sais pas, par exemple, le consensus? Est-ce que, Gaëtan, tu veux un petit peu commencer à en discuter? Ouais, alors j'ai pas forcément préparé le sujet, mais on va faire ça à l'improviste. Déjà peut-être recentrer le débat sur ce qui s'est passé exactement la semaine dernière. Donc il y avait plusieurs organismes financiers qui avaient demandé un ETF ETH il y a un petit bout de temps maintenant. Je crois que je crois que c'est 6 mois ou un an. J'ai plus l'horizon de temps exact. Et ça implique en fait deux formulaires. Ça, c'est assez compliqué. C'est qu'alors, je n'ai plus les noms en tête parce que j'ai pas eu le temps de fouiller, mais il y a le S19B quelque chose et il y a un autre formulaire, le S1. Alors, j'ai plus les termes exacts, vous me corrigerez. La SEC a autorisé la semaine dernière un des deux formulaires qui en fait autorise le concept des ETF ETH, des ETH ETF. Non, oui, des ETF ETH, on va s'y perdre, C'est ça. mais qui n'a pas encore autorisé un par un les ETF. Donc, ils ont autorisé le principe d'avoir un ETF sur les terres, mais pas encore celui de BlackRock, celui de Franklin Templeton, celui de Vanek, etc., etc. Donc, on attend aussi cette deuxième autorisation qui devrait prendre quelques semaines, de ce qu'on comprend quand on lit les analystes. C'est compliqué la politique américaine et l'administratif américain. Ça devrait prendre quelques semaines. Donc, ça a été autorisé par la SEC, mais ça n'est pas encore accessible au marché, puisque maintenant, il faut qu'ils autorisent chaque produit indépendamment. Et on s'attend à un lancement entre fin juin et début de l'été, enfin, donc juillet-août. C'est un peu ça qui est attendu. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique un peu comme sur Bitcoin, le fait de rendre plus accessible pour les institutions notamment l'accès à l'Ether. Aujourd'hui, gérer des clés privées, des seeds, c'est assez compliqué quand on est une institution, quand on est une entreprise. Et donc, l'ETF permet en fait d'avoir un produit financier qui est accessible aux fonds de pension, aux institutions de manière plus pratique. Donc, c'est un potentiel flow d'achat sur l'Ether qu'on n'avait pas forcément accessible avant. Mais ça pose des questions aussi sur la centralisation du supply d'Ether. On y reviendra, j'imagine, un peu plus tard. Ouais, en effet, il y a ce truc-là évident de d'un coup, toutes les institutions vont pouvoir se dire ah bon bah super, j'ai plus besoin de gérer la sécu moi-même, je peux en acheter auprès des instances. Globalement, l'espoir que l'on a avec ce genre de nouvelles, c'est l'espoir de se dire ok bon bah l'Ether sera reconnu comme un actif financier un petit peu classique que l'on pourra notamment acquérir à la banque. Et ça a un côté bien plus sécuritaire pour tout le monde. Ouais, tout à fait. Euh, Et puis, il y a quand même des conséquences très fortes à cette acceptation, qui est que la SEC a déclaré l'Ether comme étant une commodité. Ça, c'est en fait la conséquence de cette autorisation, c'est qu'ils auraient pu autoriser l'ETF en tant que security, mais ils ont autorisé l'ETF en tant que commodity traded fund. Hmm. Donc, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas fait d'un tweet en disant on considère que l'Ether est une commodité, c'est bien caché, mais vu que c'est une commodity share trust, ils officialisent le fait qu'Ether est déclaré comme une commodité. Et on a donc deux coins, deux cryptoactifs, parce que j'enlève un peu les stablecoins, qui sont considérés comme des commodities aujourd'hui par le régulateur américain. C'est uniquement Bitcoin et Ether, on n'en a pas d'autres. Donc c'est quand même une grande nouvelle aussi, qui est intéressante et importante pour le marché réglementaire américain. Ouais, tout Et à fait. Dans le. Pardon. Ouais, on a juste un commentaire qui nous donnait les noms exacts des formulaires parce que je ne les avais pas tout à l'heure. Donc, c'est le 19B4, voilà exactement, merci de l'afficher, qui a été validé par la SEC. Et chacun des ETF doit avoir ce fameux formulaire S1.
Si ça vous intéresse légalement, n'hésitez pas à aller voir. Moi, j'avais déjà oublié les noms des formulaires depuis la semaine dernière, mais merci de la précision. Ouais, tout à fait. Il y a un truc qui est assez intéressant de voir, c'est que, comme d'hab, hein, quand un actif arrive dans un ETF, on peut espérer que ça monte. Ça, c'est un truc assez classique, et notamment, c'est ce qui a poussé le démarrage du bull run de cette année sur Bitcoin. En tout cas, c'est ce qui l'a fait revenir à des hauteurs assez cool. Est-ce qu'on peut en attendre un petit peu de la même manière quelque chose pour ETH? Même sans forcément faire de prévision de prix, c'est pas ça l'objectif. Ouais. Mais, Je veux pas trop prendre la parole, donc je réponds, mais après je laisserai peut-être Virgile et Michael s'exprimer. On s'attend, en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a eu un parallèle il y a à peu près 2-3 mois en Asie, puisque alors de mémoire, c'est la bourse de Hong Kong, mais je ne veux pas dire de bêtises, qui a autorisé les ETF sur Bitcoin et sur Ethereum en même temps. Et on a pu du coup visualiser les inflows, donc les flux entrants dans ces deux ETF-là. Et l'Ethereum représentait 10% de ce que l'inflow était du Bitcoin. Donc on peut s'attendre, on peut prendre ce chiffre-là comme comparaison, mais est-ce que le marché asiatique est identique au marché américain? Est-ce que l'Ether n'est pas plus connu en Occident, on va dire, qu'en Orient? La question se pose, mais en tout cas, c'est un peu ce comptable comme inflow. Après, le fait qu'il n'y ait pas de stacking dans ces ETF, donc ce sera de l'Ether natif sans qu'il soit stacké, peut avoir une influence à la baisse. Les gens sont peut-être moins intéressés à acheter de l'Ether via ces ETF-là, en sachant qu'ils pourraient l'avoir stacké ailleurs. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec cet argument, puisque les institutions aujourd'hui, ils avaient accès à ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'ils n'avaient ni accès à l'Ether stacké, ni à l'Ether tout court. Maintenant, on leur donne l'accès à l'Ether tout court, pas stacké. C'est déjà mieux que rien. Et donc, je ne sais pas si ça limitera l'inflow, le fait qu'il ne soit pas stacké. Moi, ça m'intéresse assez peu, j'avoue, tout ça, parce que je m'en fiche de qui détient l'Ether. C'est purement réglementaire. Ça m'intéressait plus de savoir que c'est une commodité en tant que telle que de savoir combien d'Ether vont être achetés par les institutions. Ça m'est un peu égal. Par contre, le statut de commodité est important parce que réglementairement, ça permet de débloquer plusieurs cas d'usage et use case pour des dApps, des projets divers et variés dans l'écosystème. Et puis surtout, ça permet d'être un cadre légal qui est fort et qui fait en sorte que on se dit pas dans 2 ans la SEC va revenir en commençant à retaper sur les terres, comme ça a déjà été le cas. Et Tout à d'ailleurs, sur ce sujet, je peux demander aussi à Michael et Virgile, mais est-ce qu'il y a un espoir, selon vous tous, de voir de nouvelles cryptos arriver sur le marché des ETF, étant donné qu'on en a une première qui est l'Ether, qui est donc du coup le gaz nécessaire pour dépenser, pour faire des transactions sur la blockchain Ethereum. Qu'est-ce qui empêche finalement que demain le Solana ou le Tezos ou peu importe ces coins soient disponibles sur des ETF? Ouais, vas-y, Virgile. En fait, mon sentiment est très partagé là-dessus parce que d'un côté, je veux bien y croire parce que il y avait un temps où on pensait que les ETF Ethereum étaient impossibles à émettre et finalement c'est arrivé. Mais en même temps, pour qu'on puisse vraiment sortir un ETF d'une crypto-monnaie, vu qu'il n'y a que Bitcoin et Ether, ça suppose qu'il faudrait la longévité de ces cryptos-là et aussi leurs leurs fondamentaux. Et ça, finalement, il y a que Bitcoin et Ether pour prétendre à leur qualité en tant qu'actif pour des ETF. Donc c'est peut-être qu'il y en a. Enfin, je pense qu'il y en aura d'autres, sincèrement, mais pas avant plusieurs années. Mon côté, c'est vrai que je pourrais me dire assez facilement que fondamentalement, tous les layer 1, les plus gros, hein, donc les Avalanche, Tezos, donc hormis Bitcoin et Ethereum, Solana, etc., pourraient avoir leur place en tant que tel. Moi, à partir du moment où il n'y avait que Bitcoin, alors, pour l'instant, il n'y a rien qui est validé de bout en bout. Réellement, on prend quand même grandement le chemin pour Ethereum. Quand il n'y avait que Bitcoin, je me disais, attention, le fondamental n'est pas exactement le même que Ethereum. Ethereum sert à tout un tas d'autres choses que ne peut pas faire Bitcoin, parce que c'est pas pour ça qu'il est fait, et inversement. Mais maintenant qu'il y a Ethereum et Bitcoin, pour moi, c'est au final assez représentatif
de l'écosystème, on va dire, crypto et blockchain. Et s'il n'y avait que Bitcoin, j'aurais eu du mal à imaginer un Solana prendre la suite, un Polkadot ou je ne sais quoi, en tant que Layer 1. Maintenant qu'il y a Ethereum, pour moi, la question se pose effectivement, parce que si on a un Ethereum, pourquoi pas un Solana, pourquoi pas un Polkadot, pourquoi pas un Tezos, alors que s'il n'y a que Bitcoin, tu dis, bah ouais, mais on ne peut pas vraiment les comparer à proprement parler. Donc à voir. Moi, au-delà du fait que ça crée effectivement des précédents et que l'autre côté intéressant aussi, c'est que là, on a actuellement des ETF, en gros, en 1 pour 1. C'est un ETF, un actif. C'est vrai que principalement, vu que c'est aussi un outil financier avant tout, c'est un cadre financier légal. L'avantage des ETF aussi souvent, c'est d'être exposé à différents pourcentages à plusieurs actifs différents. Ça ouvre aussi le chemin potentiellement d'ETF qui, je ne sais rien, on pourrait retrouver au même niveau une action de Nvidia avec du Bitcoin, un peu d'Ether. Voilà. C'est aussi ça que je trouve intéressant, c'est qu'on va potentiellement avoir des crypto-actifs qui vont se retrouver potentiellement dans d'autres ETF sur de la trade fee qu'on a l'habitude d'avoir. Donc, à voir. C'est encourageant, mais voilà. Ta remarque, elle est pertinente, Michael, parce que ça a même déjà été annoncé. Donc maintenant qu'on a qu'on va avoir l'ETF sur l'Ether et donc il existe déjà celui sur Bitcoin, il va y avoir, alors j'ai oublié le nom de l'émetteur, mais un ETF avec les deux, donc avec un pourcentage Bitcoin Ether. Et on a déjà des ETF Bitcoin qui ont été inclus dans d'autres ETF plus larges. Parce que l'avantage des ETF, c'est que ça peut se concaténer, ça peut faire les poupées russes, quoi. Donc, pour moi, pour moi, c'est la suite logique. Au-delà d'avoir à chaque fois un ETF pour une crypto, c'est bien, mais voilà. C'est effectivement d'avoir... parce que pour moi, comment je me représente un ETF de manière simple, à la base, c'est un panier d'actifs. Donc, dans ton panier, tu mets des œufs, des machins, des trucs. et c'est effectivement l'avantage, c'est de pouvoir s'exposer simplement et facilement, non pas à un seul actif, sinon, prendre cet actif quand tu as la possibilité légale de le faire. Mais c'est surtout d'être exposé à, par exemple, un domaine d'activité ou un ensemble X ou Y ou par un émetteur que tu fais confiance. Et derrière, c'est lui à charge de faire ce jeu d'équilibriste entre j'ai tant de pourcents de machin, tant de pourcents d'autres choses. Et c'est ça qui est intéressant. Et on va retrouver, c'est déjà le cas, donc c'est cool, Bitcoin potentiellement avec d'autres, quoi. C'est même le scénario un peu bullish pour ces cryptos, c'est qu'il y a peut-être plein de fonds de pension qui, dans quelques années, se retrouveront avec du Bitcoin sans le savoir, en fait. Ils auront acheté un ETF New Tech, ils ne sauront même pas qu'il y a 1% de cet ETF qui est dédié à du Bitcoin. Juste, ils y seront exposés sans vraiment savoir ce qui se passe derrière, donc c'est assez intéressant. Après, là, ce qui me faisait un peu sourire, j'en terminerai juste là-dessus pour laisser la parole aussi. Là, par exemple, si on prend le cas de Bitcoin, il y a un ETF et l'actif Bitcoin est officiellement reconnu et cadré légalement. Mais jusqu'à maintenant, si on prenait par exemple une action chez MicroStrategy ou un ETF avec MicroStrategy, on avait une sorte d'ETF Bitcoin planqué parce que y avait une corrélation très forte entre l'exposition à du Bitcoin et l'exposition à ce genre de boîtes qui était très fortement exposé et dans la communication et dans les faits à cet actif-là. Donc, pour moi, ça a de toute façon, étant donné qu'énormément de boîtes américaines, des grosses boîtes, étaient exposées d'une manière ou d'une autre à Bitcoin, c'était la suite logique. Donc, voilà, un peu ce que j'en pense, quoi. Et pour revenir sur ta question, Cyril, sur d'autres cryptos, parce que je voulais juste apporter ma petite pierre à l'édifice, il y a Gary Gensler, donc, qui est le président, le chair, je pense que le président, c'est la bonne traduction, qui est... exactement, c'est fou comme on communique ensemble, Cyril. Qui est hier passé à la télévision américaine, c'est CNBC, ouais, c'est ça, qui a donné un peu plus de détails sur le pourquoi du comment ils ont accepté l'ETF sur Ethereum. Et il a plus ou moins dit qu'ils étaient un peu contraints dans le sens où Ethereum avait également un ETF sur les futures qui avait 3 ans d'historique et que le mécanisme qui a donné l'acceptation de l'ETF sur Bitcoin était identique pour Ethereum. Donc c'était dur pour eux de dire on l'a accepté pour Bitcoin mais on le refuse pour Ethereum alors que ça répondait exactement aux mêmes critères. 3 ans d'ancienneté, la vérification qu'il n'y avait pas que le cours sur l'ETF futur était le même que le cours spot, plein de critères divers et variés, je ne connais pas tous les détails, qui les ont un peu contraints à cette acceptation de l'ETF sur Ether. Et aujourd'hui, on n'a aucun autre ETF futur
sur une autre crypto. D'ailleurs, on n'a pas d'ETF futur sur Solana, sur Polkadot, sur Ripple, sur ce que vous voulez. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'ETF sur ces actifs plus tard, mais ça veut dire que s'il y en a, ça prendra peut-être du temps, parce qu'il faudra peut-être repasser par ce chemin de accumuler plusieurs années d'ETF futurs, vérifier que ça se passe bien sur ces ETF-là, avant d'avoir un ETF spot. Il peut aussi y avoir des changements réglementaires. Je ne sais pas, Trump qui est élu et qui place quelqu'un d'autre à la SEC et qu'en l'espace de 6 mois, on a des ETF pour 25 crypto-monnaies. Ce n'est pas inenvisageable. Mais si on reste dans le rythme actuel, rien ne nous empêche d'en avoir sur d'autres crypto-monnaies. Par contre, je pense que ce n'est pas sur un horizon court terme. Bah, c'est vrai qu'il y a un truc aussi dont il faut évidemment parler, c'est l'impact en fait de la politique américaine à l'intérieur de ce genre de décision. Là, on parle pas mal donc du coup des autorisations. Ces autorisations, elles viennent notamment d'un organisme qui s'appelle la SEC, qui est la security, l'organe de sécurité des actifs financiers en Amérique. Et cet organe est contrôlé donc par une personne, Gary Gensler, qui fait aussi de la politique. Et aujourd'hui, toute la politique se mêle justement de l'histoire des cryptos, de la narrative des cryptos, pour essayer de prendre justement un petit peu le lead sur ce sujet-là, parce qu'ils voient que c'est un sujet qui intéresse un peu les Américains. C'est pas le sujet principal de l'élection, mais en tout cas c'est un sujet qui intéresse. Notamment la semaine dernière, on a eu tout le congrès libertarien américain, qui est un des très gros congrès politiques américains, justement avant les élections, dans lequel Trump a fait absolument sensation, alors qu'il apparaissait comme un petit peu pas top au démarrage. Mais en fait, il a beaucoup parlé de crypto, il a beaucoup parlé de à quel point les cryptos c'était un moyen de combattre la finance et de combattre évidemment le monde ancien tel qu'on le voyait, et que lui c'est le monde nouveau évidemment, du haut de son âge respectable. Euh, et il y a ce truc-là qui arrive aujourd'hui avec notamment du côté des partis qui sont en place actuellement dans la Chambre, notamment des députés américains, une nouvelle une nouvelle loi qui est passée, donc c'est le FIT 21, qui a été voté, en effet, comme le dit Ticalis, qui a été voté justement pour parler un petit peu de crypto-monnaie et essayer de trouver des manières de réguler ça. Aujourd'hui en France, on a déjà commencé à réguler. En Amérique, c'était pas encore vraiment parfaitement le cas. En tout cas, c'était pas top à ce niveau-là. Et aujourd'hui, ils essayent de mettre des distinctions entre des monnaies un petit peu de spéculation pure et des éléments intéressants à mettre dans des actifs financiers un petit peu traditionnels. Et donc, du coup, il y a une vraie prise en main aujourd'hui des sujets crypto en Amérique. Et de fait, ça rentre dans toute une narrative. Et peut-être que demain, en fait, les politiciens vont aller vers justement plus de reconnaissance de ces outils-là. Plus de reconnaissance aussi parce que pour leur économie c'est intéressant, hein, avec les BlackRock qui gèrent des milliards sur Bitcoin et bientôt sur ETH, c'est extrêmement intéressant pour eux. Mais il faut voir que c'est pas un sujet anodin, c'est un sujet qui est éminemment politique et c'est un sujet dont ils s'en emparent aujourd'hui et ce que je trouve, ma foi, assez intéressant. D'ailleurs, il a été suspecté au début que c'est la décision de l'acceptation de l'ETF était très politique, justement en réaction à Trump et à son mouvement pro-crypto, que Biden aurait un peu ordonné à la SEC d'accepter cet ETF pour calmer le mécontentement côté crypto. Ça reste des spéculations, on ne sait pas si c'est vrai, mais c'est pour montrer à quel point effectivement le débat politique rentre en jeu aussi dans ces ETF. Bien sûr, c'est vraiment pas à oublier de mon point de vue. Et on peut parler peut-être, ça me paraît important, de l'aspect staké, non staké, Ouais. puisqu'à la base, la plupart donc des entreprises, des institutions comme BlackRock, etc., avaient demandé un ETF avec de l'Ether staké. C'était la demande initiale. La SEC leur a tous demandé de faire modifier cette demande-là en enlevant la partie staking et a décidé d'accepter uniquement l'Ether non staké en tant que commodité, du coup, et aussi en tant qu'ETF. Quel est votre avis sur la question? Moi, je comprends tout à fait le point de la SEC. Moi, je les rejoins sur le fait que de l'Ether staké, notamment en liquid staking, c'est une sécurité. Parce qu'en gros, tu fais rien et tu génères du rendement. Le staking en lui-même, pour moi, ne l'est pas. Quand tu es à la maison avec ta machine à faire du staking, tu effectues un travail, littéralement. Par contre, quand tu es sur un LST, chez Lido ou autre, ou chez Coinbase, tu fais rien, quoi. Ils font tout pour toi. Donc, je comprends, moi, je ne suis pas contre cette caractérisation de sécurité sur du staking d'Ether. Et donc, je comprends leur décision, mais je suis curieux de votre avis. Moi, de prime abord, je suis dans un truc de... C'est bizarre quand même. Pour quelle raison, du coup, j'irais vers un ETF quand je peux avoir du rendement en le stakant? Tu vois, il y a un truc un peu bizarre.
Est-ce que l'ETF va m'amener plus de bénéfices? Je suis pas forcément convaincu. Et du coup, j'y vois une perte d'usage finalement de l'ETH. Euh, en première réflexion comme ça pour le consommateur, pour la personne qui achèterait Ouais. éventuellement des Donc, ETF ou des ETH. donc tu vois ça comme c'est dommage, quoi. C'est une occasion manquée, entre guillemets. Ok. Parce que moi, j'ai Ouais, une opinion inverse, exactement. mais j'y reviendrai. Mais Michael et Mais Virgile Moi, le je voient vois mieux ça comme. plus comme un côté transitoire où ils n'avaient pas envie d'ouvrir toutes les boîtes de Pandore d'un coup. Et s'ils ouvraient la boîte justement du staking, bah, ça complexifie quand même pas mal la chose, et pour eux et pour tout le monde. Parce qu'il faut bien savoir que justement, un des grands principes de ces ETF, c'est d'être exposé là-dessus par des personnes qui, dans l'absolu, n'ont on a fait aucun la rapport, on va décentralisation, dire, bien sûr. technique et technologique avec ce qu'il y a derrière. Et là, je pense que bon, ça allait être un petit peu complexe par la suite. Par contre, je pense que c'est transitoire et qu'on y viendra d'une manière ou d'une autre. Non, mais de toute façon, Gaëtan, il est pour qu'on ait tous nos ETH sur Coinbase, donc... Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, au contraire, au contraire. Justement, c'est le pourquoi de ma. Moi, je suis très content qu'ils aient enlevé le Ah, mais je staking sais exactement ce que tu veux dire. parce que s'ils avaient laissé le staking, on aurait eu une vraie centralisation du stake autour de Coinbase. C'est-à-dire que si l'ETF avait été un succès, je sais pas que j'aurais été dégoûté, mais ça aurait été une triste nouvelle pour moi, puisque Coinbase aurait accaparé plus d'Ether et donc un poids plus important au niveau des évaluateurs sur le staking d'Ethereum. Une Ouais. centralisation accrue d'un acteur extrêmement centralisé qui est Coinbase. Donc je suis extrêmement content de cette nouvelle, puisque ça va laisser le temps, plus d'années, si ça dure plusieurs années, au staking de se décentraliser davantage et à des entreprises, à des projets comme Rocket Pool, Lido, Obol, il y en a plein, Diva, etc., à prendre un peu plus de poids. Et donc peut-être que si ça revient sur la table d'ici 3 ans, bah, Coinbase pourra dire OK, on va pas staker directement nous en tant qu'entreprise Coinbase, on va en staker une partie chez Lido, une partie. Donc, ouais, c'est un mirage, mais je suis content de cette décision. Au niveau de la centralisation, en tout cas du staking, c'est une excellente nouvelle. Et puis il faut comprendre que le staking d'Ether, c'est aussi risqué. On l'oublie, mais le staking sur Ethereum, c'est Bien pas sûr. comme sur Solana. Il y a des risques de slashing, il y a des risques en cas de bug sur un des clients que choisit Coinbase, par exemple. Donc la remarque initiale de je trouve c'est dommage de ne pas avoir du rendement. Bah oui, mais en fait, si les personnes qui déposent leurs Ethers sur un ETF d'Ether stacké ne comprennent pas qu'ils prennent un risque pour ce rendement, ça leur risque de leur faire tout drôle le jour où ils vont perdre 30% de la valeur de leurs Ethers, tu vois. Donc je préfère qu'on démarre tranquille, on démarre comme ça, c'est très bien pour tout le monde, pour eux qui risquent pas de perdre de l'argent, pour la centralisation du réseau qui n'aura pas lieu ou moins lieu. Donc moi j'y vois que des bonnes nouvelles. Et j'espère que la SEC va garder les LST comme sécurité, puisqu'au moins ça permettra du coup de laisser entre guillemets cette activité à des gens qui comprennent la chose et qui le feront peut-être à la maison, comme les solo stakers et autres. De mon point de vue, je rejoins l'avis de Mickaël sur ce coup-là. Je suis d'accord avec lui sur le fait que c'est une étape transitoire et très content aussi que le staking ne soit pas activé dès maintenant parce qu'il y a quand même, il y a quand même des gros, comment dire, c'est pas aussi liquide que c'est vraiment pas du tout liquide, surtout pour des institutions financières où tout se compte en milliards parce que là, en ce moment, pour faire tourner des nœuds sur Ethereum, c'est 32 Ethers par 32 Ethers. Et puis surtout, il y a des files d'attente. C'est-à-dire qu'il y a il y a un nombre Ouais. limité d'Ethers qu'on peut faire déposer et faire sortir. Et en tant qu'institution, quand on a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'Ethers à faire bouger, ça peut prendre des jours, voire des semaines à être fait. Donc, pour la liquidité de l'ETF, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas dingue. Donc ouais. Mais en même temps, faut aussi garder à l'esprit qu'Ethereum continue d'être développé et que les limites de dépôt et de retrait d'Ether vont évoluer aussi. Donc peut-être que quand ce sera plus mature à ce niveau-là, le staking va être intégré aussi. Ouais, en fait, sur tout ça, je suis assez d'accord. Évidemment, hein, je connaissais cet argument avant de dire que c'était quand même un acte manqué. Faut pas oublier que du coup, ça va être des ETH qui ne vont pas être stakés, ce qui va faire augmenter quand même la quantité de TH, enfin de proportion de TH non stakés. Et je sais que c'est une métrique que les gens aiment bien regarder pour se dire, ah, tiens, est-ce que cette blockchain est décentralisée ou non? Est-ce que cette blockchain met en place la sécurité suffisante pour pouvoir gérer tout ça? Et in fine, ça ne va faire que de repousser un petit peu le problème de la centralisation de la monnaie, puisque si en fait demain BlackRock possède
des millions d'Ethers, bah en fait, on sait que ces millions d'Ethers appartiennent à une personne qui, si elle a envie de péter un câble, peut détruire la blockchain. Donc, Pas vraiment, puisque tant que t'es pas staké, t'as pas de pouvoir particulier sur la blockchain juste en étant possesseur d'Ether. non, mais Donc il bien faudrait sûr, qu'il ait une passe en staking. Et une fois passé en staking, s'ils font n'importe quoi, il y a toujours l'UASF, donc un social slashing, qui fait qu'on peut leur détruire leurs Ethers. Mais je suis d'accord, c'est compliqué. Hein. Surtout que c'est pas BlackRock, ce serait des particuliers qu'on slasherait au nom de BlackRock. D'ailleurs, Mais on a plein de moyens de défense quand même. tu lèves je un suis sujet d'accord, mais justement c'est quand même. sur le slashing. Si tu ouvres le staking en ETF, comment serait géré? Et je pense que c'est pour ça que je parlais d'une boîte de Pandore et qu'ils veulent pas aller tout de suite dedans, parce que je pense que c'est des soirées Doliprane à l'infini. C'est comment tu gères justement ces mécanismes de protection et comment tu gères un slashing, par exemple, vis-à-vis de ton ETF, quoi. C'est ça, c'est qu'il faut qu'il ait prévu une perte possible, puisqu'en tant que slashing, si c'est Coinbase qui détient les fonds de l'ETF de BlackRock staké, bah, si Coinbase se fait slasher, c'est soit ils ont une assurance, une politique d'assurance qui disent bah, on vous remboursera en cas de slashing, mais dans ce cas-là, c'est à Coinbase de l'émettre cette politique, soit il faut que les personnes qui souscrivent à cet ETF acceptent, dans leurs conditions générales de vente, j'imagine, qu'une perte potentielle de leurs Ethers peut avoir lieu. Et j'imagine que Et du 99,9% coup, ils des iraient, gens ne savent pas ça. c'est ça, ils iraient que sur l'actif natif non staké, quoi, du coup. C'est ça. Donc voilà. Mais du coup, quel est l'intérêt pour les. Je viens de réfléchir, mais quel est l'intérêt pour les gens de venir acheter de l'ETH non staké? Bah, juste s'exposer au prix de l'Ether. C'est-à-dire, Je Ouais, pense que c'est pour, avoir un moyen plus simple. Ouais. ouais, c'est ça. C'est pour les personnes justement qui veulent pas s'embêter et être exposées à cet actif, mais voilà. disons que le rendement associé au staking d'Ether, et plus il y a de validateurs, plus il diminue. Aujourd'hui, il est environ à 3,5% par an. Donc tu dis, bah, je perds 3,5% par an de rendement, certes, mais mon Ouais, actif, il est capable de faire plus 30% tous les ans. Donc au final, je m'en fiche. J'ai quand même envie de m'intéresser à l'Ether. Je pense qu'un actif qui a de la valeur, enfin que le réseau a de la valeur en tant que tel, donc, pour moi, c'est pertinent. Hein. Après, on verra les flux. Il y a un commentaire qui a été fait tout à l'heure qui était très pertinent. Il y a aussi, au niveau des flux, il y a tout Grayscale qui avait donc un trust et pas un ETF qui va du coup être transformé en ETF. Et on peut avoir au contraire un outflow massif. Ça veut dire qu'on peut avoir plein d'Ethers qui étaient plus ou moins bloqués qui vont sortir. Donc on pourra avoir au final un outflow plus grand qu'un inflow et donc moins d'Ethers dans la finance traditionnelle qu'avant la décision. Voilà, c'est. PQ. PQ, je ne savais pas comment prononcer le nom, qu'il a annoncé, effectivement, c'est à prendre en compte. Et j'ai un autre commentaire passé qui est très intéressant, dont on n'a pas discuté. Ils ont dû, et ça, je trouve ça très marrant, la SEC, ils ont dû prévoir un airdrop. Ils se sont dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Alors, un airdrop et un fork. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en cas de fork? Parce qu'il y en a eu par le passé avec l'Ether et l'Ether classique. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe en cas d'airdrop? Donc, ils ont dû trancher, et de ce que j'ai compris, ça a l'air d'être confirmé par le commentaire, bah, dans ces cas-là, tu n'es pas éligible ni au fork ni à l'airdrop. C'est-à-dire, si tu possèdes ton Ether via cet ETF et qu'il y a un airdrop ou un fork, bah, tu n'auras pas droit à ce defork, enfin, à cette copie d'Ether sur le fork, ni à l'airdrop en question. Alors, je ne sais pas, là, dans le commentaire, tu dis que ce sera Burn. Je ne sais pas si c'est le cas. Je ne sais pas si c'est Coinbase qui se le garde pour lui et qui est très content. Je ne sais pas où va cet argent distribué. Mais en tout cas, en tant que détenteur de parts d'ETF, tu n'y aurais pas droit. Et ça, c'est important à savoir. Il va dans le trésor américain. C'est ça. Ils seront contents, je pense, aux États-Unis. Ça ne serait pas les premiers qu'ils aient. Pour ça qu'ils ont accepté. Et moi, il y a un truc que j'aime bien voir, c'est à partir du moment où ça arrive dans les institutions financières, d'un coup, tous les consultants et les Madame Irma à boule de cristal commencent à parler. Et du coup, notamment, j'ai vu que tu l'avais retweeté, Gaëtan, il y a cette truc de Vanek qui envisage un ETH à 22 000. Là, on a l'impression que, ah bah cool, il donne un truc, il se mouille un peu. Sauf que non. Pas du tout. Il faut aller voir le tableau qui est un peu plus bas, qui est excellent, c'est à mourir de rire. Et tu peux zoomer ou pas dessus? Ouais, j'imagine un petit peu plus encore. Waouh! Donc en gros, ils font une prédiction du prix de l'Ether avec une fourchette, sans vraiment se mouiller, qui va de $360 dans le pire scénario à $150 000. Au niveau Madame Irma, la probabilité d'erreur effectivement est assez faible. Débrouille-toi avec ça. C'est pour 2030, voilà. Donc bon, je pense qu'on va retenir que les 22 000. Moi qui me vont très bien, je suis très content, ça vaut $22 000 d'ici là. Mais l'autre fourchette est juste à mourir de rire. En fait. Moi, je suis chaud que ça arrive à 150 000.
Ouais, le base Ouais. case me va aussi, bien sûr. Ce qui est rigolo, c'est que tu peux avoir un 150 000, je sais pas, mi-février, et au mois de Et mai, 20 000, il y a 360. 22. C'est ça. Faudrait quand même calculer la capitalisation totale d'Ethereum à 150 000 $, mais à mon avis, leur bull case, il faudrait que je le lise, hein, mais ça me paraît pas mal quand même. J'imagine ça fait beaucoup. Attends, c'est quoi en millions de dollars la Ah oui, la je sais FDV pas, en millions, donc tu es à 15 15 000 milliards milliards 15 trillions, donc c'est comme Ouais. ce serait plus que le market cap de l'or. Le market cap de l'or est environ à Ouais, c'est 12. 10. Ouais. Ouais, je crois qu'il a monté là parce que l'or a pas mal Ouais. monté. Donc on est environ à 10, 11, 12, quelque chose comme ça. Donc on serait au-dessus. C'est pas impossible, je les rejoins. Mm. Après, l'or, il a quand même 5000 ans d'existence, donc bon, à voir. Ah bah, 18 000 milliards, faut les chercher quand Et même. Hein. puis, comme dirait l'autre, que vaudra le dollar à ce moment-là, quoi. Ouais, Ça, c'est par vrai. contre, c'est vrai, effectivement. Je prends pas en compte dans mon scénario l'hyperinflation du dollar, effectivement. Mm. Mais on pourrait mettre on devrait plutôt que mettre du dollar, on devrait mettre un panier fiat moyen C'est qui ça. n'a pas hyperinflaté, quoi. Enfin, Mm. c'est Mm, impressionnant. mm, mm. Je crois que c'est Va Eric falloir que Larchevet je qui le dit renégocie, Christine. qu'il est persuadé que le Bitcoin vaudra $1 million un jour, mais il pense pas que ce serait une bonne nouvelle pour la population. Ouais, c'est ça. Parce que c'est du coup que le Exactement. dollar ne vaudra plus rien, quoi. Donc, C'est mais le ça peut cerveau arriver, du bien flip. sûr. On changera des talons à ce moment-là. Bah, le fameux étalon Bitcoin, voyons. Exactement. Il Et devient. donc du coup, faudra voir à quel point un ETH vaudra plus ou moins qu'un Bitcoin dans ce cas-là. On n'a pas Et prévu là, de on sujet sera sur Bitcoin, les layers 2 et tout ça. Non, ce sera pour une autre fois. Hein. On est d'accord. Ce- On ouais, parlera de ce ça. sera pour la Ouais, prochaine ce fois. sera un prochain sujet, Je crois exactement. que Parce que c'était pour dans moi, il n'y le aura pas sujet. d'étalon Bitcoin tant qu'on ne l'utilisera pas en tant que monnaie. Et tant qu'on n'a pas un meilleur layer 2, il ne sera pas utilisé en tant que monnaie. Mais bref, c'est un autre débat. On ne va pas rentrer dedans. C'est en effet un autre débat. Bon, très bien pour ce sujet. Très heureux de l'avoir évoqué. On a tenu très longtemps dessus, ma foi. Du coup, on va être un petit peu plus réduit sur les autres, mais tranquille. Le deuxième sujet qu'on avait prévu aujourd'hui, c'était un petit peu de parler d'OpenAI et ChatGPT 4o. On avait commencé à en discuter un petit peu la semaine dernière ou la semaine avant, je sais plus. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. En parlant un petit peu donc de la news qui était sortie à l'époque de tiens, c'est marrant, ChatGPT a quand même sorti un modèle qui a l'air assez incroyable. Est-ce que, Mika, tu peux un petit peu nous rappeler ce que fait justement ce modèle et en quoi il est intéressant d'en discuter? Ouais, bah tout à fait. Alors GPT-4o, donc le O pour Omni ou Omnicanal, enfin on met ce qu'on veut, mais en tout cas c'est pour dire qu'il prend plusieurs sources de données et qu'il est en capacité de générer sur plusieurs sources de données sur la base du même modèle. Donc il est capable, comme d'habitude, de faire du texte, de l'image, mais également du son et, on va le voir par la suite, de la vidéo. Là où c'est assez... Enfin, j'aime pas utiliser le mot incroyable parce que tout devient incroyable toutes les semaines, donc après ça perd un peu de sa historique. force. C'est ça. Là où c'est quand même assez intéressant, on va dire, c'est qu'actuellement, c'est déjà quelque chose qui était possible de faire, et depuis longtemps, pas forcément avec GPT, hein, mais où en gros, pour expliquer comment ça fonctionnait côté GPT, ils avaient 3 modèles distincts, puis une sorte de pipeline quand tu voulais traiter justement de l'image, du son ou autre. Et tu as plusieurs modèles qui causaient entre eux, et du coup, potentiellement, tu as de la perte au milieu. C'était par exemple du GPT 3.5 qui après allait sur du 4. Donc tu avais, c'était un peu compliqué de ce côté-là. Et eux, en fait, maintenant, tu n'as qu'un seul modèle qui est en capacité et de manger ce type de données et de générer aussi sous ce format-là. Donc c'est tout fédéré, c'est tout centralisé au final au sein d'un gros modèle qui en plus, alors il faut voir à quel prix, hein, se paye le luxe d'être beaucoup plus rapide. Et ils essayent absolument de miser sur le fait, notamment pour la génération audio, d'être sur un modèle qui a une capacité de réaction approchante d'un être humain. Donc on compte non plus en secondes, mais bien en millisecondes maintenant. Donc ça, voilà, c'est on va dire la grosse nouveauté du moment. Alors moi, je l'appelle vraiment un nouveau modèle. Hein. On l'appelle pas GPT-5, 6, 7 à l'infini. Mais pour moi, c'est vraiment un nouveau modèle en tant que tel, parce qu'au final, il concentre en un seul modèle entraîné pour ça, ce que faisaient 3-4 modèles avant.
Par contre, bien évidemment, ça soulève tout un tas de problématiques qui existent déjà, mais qui sont amplifiées. La notion de biais, la notion d'éthique, la notion de tout un tas de choses. Il y a eu déjà des premiers scandales avec... alors, si vous connaissez le film Her, Ouais. sûrement, hein, où là, GPTO, c'est un petit peu le film Her en vrai. Donc, en gros, hein, une personne qui se lie d'amitié et plus à une personne qui est au final une intelligence artificielle. Et apparemment, c'est la voix de Scarlett Johansson qui aurait été copiée, ou en tout cas entraînée, pour servir d'une des voix. Hein, il n'y en a pas qu'une de voix. Mais ça remet ce côté-là en closed source, en format propriétaire, où on ne sait pas, si ce n'est par des annonces faites, après on les croit si on veut, que voilà, on s'est entraîné sur ci, sur ça, on ne s'est pas entraîné sur ça. On ne sait pas, au fond, comment ils font et avec quoi ils le font. On ne peut que en déduire par rapport à ce qu'il est incapable de générer, et notamment sur cette voix où il y a plein de vidéos qui mettent côte à côte justement la voix de Scarlett Johansson dans un certain contexte et qui met ce que générait le modèle, et on se dit, ouais, quand même, il y a quelque chose. Mais pas seulement sur... c'est vraiment sur comment ça va être perçu et dit, sur de l'intonation, un petit accent éventuellement. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez bizarre. On en est Et où aujourd'hui forcément- d'ailleurs Pardon, je te coupe, Ouais. Michael, mais sur la notion de propriété intellectuelle dans les IA, c'est toujours un flou juridique complet. Ouais, on est toujours dans des zones grises. Moi, quand on me pose la question, alors j'ai à la fois des apprenants, mais aussi d'autres personnes extérieures à l'IRA qui me demandent. Moi, ce que je leur dis, c'est actuellement, on est en zone grise. On est en zone grise d'autant plus qu'il n'y a aucune zone géographique vraiment qui a statué là-dessus. Il n'y a pas de juridiction européenne, il n'y a pas de juridiction US sur tout ça, notamment sur les modèles propriétaires, parce que justement, on ne sait pas. On n'est que sur de la présomption. On est en incapacité de dire, sauf à ce qu'il y ait un audit et un contrôle en interne, de savoir comment ça a été fait. Et moi, ce que je dis, c'est faites attention, cette zone grise, le jour où elle devient plus grise du tout, faites gaffe à la rétroactivité. Et si jamais vous créez actuellement des produits et des services qui, pour l'instant, profitent d'une zone grise, si demain la législation devient beaucoup plus dure à ce niveau-là, vous pourriez être directement impacté parce qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez fourni ce service et vous continuez de le fournir à ce niveau-là. Donc après, ouais, c'est une boîte de Pandore infinie. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on conseille à chaque fois d'utiliser des solutions, on va dire, un peu plus ouvertes ou d'utiliser des fonctionnalités où on peut à peu près s'assurer derrière. Et en plus de ça, du coup, j'allais finir là-dessus. Donc ça, je vous laisse après peut-être en discuter. Il y a des limitations, forcément. Hein. Plus on augmente le potentiel en entrée et en sortie, plus on augmente le potentiel risque que ça fasse n'importe quoi, hein. Soit la compréhension, soit la restitution. Et on a déjà des vidéos, alors d'OpenAI directement, donc c'est pas des fake news, qui sortent avec justement le modèle avec de la donnée sonore qui fait n'importe quoi, qui d'un coup bascule, pète un câble et passe de l'anglais au français, comprend pas du tout s'il y a un peu d'accent et qui part complètement en cacahuète sur des réponses qui n'ont ni queue ni tête. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier aussi de l'effet waouh, où tu peux lui faire des choses assez incroyables, mais ça fait aussi des choses incroyables, mais dans le mauvais sens du terme. Donc, comme je dis toujours, dans une utilisation un peu de tous les jours, perso, pour s'amuser, c'est sympathique. Dans une utilisation, on va dire, plus professionnelle, on n'y est pas encore. Pour la simple et bonne raison, et ça c'est ce qu'on apprend dès le départ à nos apprenants quand on arrive sur de l'entraînement de modèles, c'est que pour juger de la viabilité d'un modèle en termes de prédiction, il y a une espèce de consensus qui dit qu'à partir de 95-98% de fiabilité, on est sur quelque chose de pérenne. Et là, même sur GPTO ou Claude ou n'importe quoi, tous les mêmes Yama, on atteint très très difficilement sur un ensemble de benchmarks à des 70%, 80% ou autre. Et autant passer de 1% à 40%, c'est très facile. Dès qu'on arrive à partir de 70-80%, rien que de gagner 1%, c'est très très dur. Parce que ça demande de mettre en œuvre tout un tas de choses
qui peuvent potentiellement faire revoir tout le process en entier. On n'est pas sur du coup de tournevis. Donc voilà, on est très loin, selon les standards établis, d'être sur des modèles en capacité de faire quelque chose de fiable et de pérenne à un niveau de qualité standard. Industriel, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, il y a un truc qui m'intéresse assez avec GPT-4o, c'est quand même cette idée d'omnicanal et qu'est-ce que ça peut représenter. L'idée de l'omnicanal, c'est donc pouvoir mêler en même temps l'image, le son, de pouvoir mélanger un petit peu tout ça, le texte évidemment, pour à la fin pouvoir retranscrire un côté très humain. Et bon, il y a évidemment plein de gens qui s'amusent avec. Tout à l'heure, je vous présentais une vidéo de OpenAI qui s'amusent à faire discuter entre elles deux IA. Elles finissent par chanter entre elles parce que juste random. J'avais vu une autre vidéo où on les faisait parler à partir de rien. Elles se sont retrouvées à parler d'informatique quantique et à chacune dire oui, je connais ça et toi tu connais. Et donc au final, elle est toujours un peu plus loin parce que c'est la chose pour laquelle elles sont entraînées. Mais il faut bien comprendre que ces IA-là, elles sont amenées un jour à avoir d'autres supports que juste nos téléphones et des assistants vocaux un petit peu classiques. Si j'en parle, c'est notamment parce qu'il y a eu dans cette dernière semaine, je pense que c'était il y a vraiment pas très longtemps, peut-être il y a quelques jours, la conférence d'NVIDIA, notamment sur la robotique. En fait, toutes ces conférences amènent à juste un truc. Ah non, c'est il y a quand même 2 mois, excusez-moi. Amène à un truc, c'est de dire, bon bah, en fait, l'IA doit aider la robotique à devenir un peu plus intelligente et à mieux comprendre. Moi, c'est un sujet sur lequel j'arrive très régulièrement. Le support physique sur lequel on utilise les IA. On a déjà parlé du Rabbiterrain, on a parlé de pas mal d'outils. Et évidemment, une IA omnicanal, le premier truc qu'on peut se dire, c'est exactement le genre de cas d'usage dans lequel on peut se dire, cette IA va aller dans un robot à un moment, parce que le robot a besoin de traiter en temps réel les données visuelles qu'il a, il a besoin d'entendre ce qu'il se passe pour pouvoir mieux se situer, mieux interagir. Et donc, du coup, c'est par ce biais-là, c'est par justement des IA qui sont capables de reconnaître différents inputs, qu'à la fin, on va arriver à des robots un petit peu plus utiles. Et je sais que du coup, bah, on a NVIDIA qui parle beaucoup de ce sujet. Évidemment, GPT en parle aussi quand il commence à évoquer ChatGPT 4o. Et c'est le cas de plein d'entreprises comme ça qui se disent vraiment, si à un moment donné on veut arriver à des robots un peu utiles, on va avoir besoin d'IA omnicanal qui sont en capacité de pouvoir interagir avec leur environnement de manière un petit peu plus naturelle. Donc, cette première vidéo que tu as montrée tout à l'heure, c'est intéressant, mais justement sur le jeune homme de ChatGPT, l'autre vidéo, voilà. Je me suis pas énormément renseigné, mais je trouve qu'elle permet de très vite comprendre la notion d'omnicanal, parce qu'on voit qu'il est à la fois en train d'analyser la pièce, donc c'est de la vidéo, et à la fois en train d'écouter la voix de la personne qui parle. Et donc moi, j'ai bien compris la notion d'omnicanal à ce moment-là. C'est vraiment l'interprétation en parallèle d'une voix, presque d'un texte, parce que la voix c'est du texte, mais en plus, et de vidéos en fait. Et donc le fait d'analyser les deux en même temps, moi j'ai compris la notion d'omnicanal comme ça, je peux aller faire plus de recherches. Dites-moi si je l'ai mal comprise. J'ai trouvé la vidéo assez pertinente sur le sujet, quoi. Il y a un point quand même, la voix c'est pas que du texte parce que c'est aussi par exemple les intonations et du coup elle est censée aussi comprendre typiquement les émotions de la personne en face d'elle et ce genre de choses. Et ce que vous n'entendez pas, mais ce que moi j'entendais beaucoup trop fort dans mes oreilles, en fait, il explique ouais, est-ce que tu peux me dire un peu où je suis et du coup, il présente un petit peu ce qu'il y a derrière lui et lui dit gentiment bah, je crois que tu as l'air d'être dans un studio de captation vidéo puisque tu as une bonne lumière, parce que tu as machin. Et donc en fait, elle interagit vraiment avec son environnement pour comprendre un petit peu ce qu'il essaye de lui faire dire. Et du coup, c'est assez intéressant parce que bah, de l'entraînement sur de l'image, évidemment, ça existe depuis très longtemps. Sauf que là, c'est un ensemble qui vient se mettre en jeu et qui vient synergiser un petit peu pour arriver à quelque chose d'assez puissant. Ouais, ça mêle plusieurs domaines et scientifiques de recherche qui sont même indépendants de l'IA en tant que tel. Hein. Mais par exemple, si on est sur la science du langage, hein, typiquement, on est sur un domaine aussi de recherche qui s'appelle la computer vision. Alors là, qui est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Et là, on commence à avoir des modèles qui viennent un petit peu mixer tout ça dans un seul et qui... Alors, faut juste faire attention à une chose.
Ça, c'est un concept qui est bien connu aussi dans la robotique. C'est le syndrome de la vallée dérangeante. Ouais. En fait, c'est... alors ça, je crois que j'en avais parlé une chronique rapidement. C'est que plus tu as quelque chose qui ressemble à un être humain, plus tu vas percevoir toutes les petites différences par rapport à un vrai être humain. Donc ça peut être visuellement, ça peut être dans la voix, ça peut être plein de choses. Et plus ça va te déranger. Et c'est pour ça, par exemple, alors si je prends un cas typique, c'est pour ça qu'un dessin animé sur plein de choses passe énormément mieux que quand il est adapté, par exemple, en live, où on se dit, mais non, what the fuck, c'est pas possible, en fait. Et parce que le cartoon, par exemple, est fait pour accentuer des choses, et vu que c'est du dessin et que c'est de la colorimétrie qui n'est pas réelle, bah, ça passe, en fait. Notre cerveau, il dit, ok, pourquoi pas. Il accepte, en fait, cette différence. Et ça, et dans la robotique, et dans la voix, etc., c'est aussi quelque chose qui est comment dire, bah, c'est un domaine de recherche, et c'est quelque chose qu'on attrape très vite quand on est sur ce genre de problématiques. C'est pour ça que les robots humanoïdes, par exemple ceux qui ont de la peau qui ressemble à de la peau, etc., on va être dérangé, littéralement. Alors que si c'est une tête un peu cartoonesque, bah, ça passe, c'est rigolo, c'est mignon, c'est tout ce qu'on veut, quoi. On aura moins de mal d'aller vers ce genre d'outils. Ouais, Voilà, là, tu montres des d'accord. images, C'est côté long. creepy, il est Musée un des potentiel horreurs, infini, quoi. Si on rentre dans le Je vais faire concret, est-ce que le GPT-4o est déjà disponible? Est-ce qu'on peut y souscrire? Combien ça coûte? Voilà, si on peut rentrer un petit peu dans du factuel concret. Ouais, c'est déjà sorti. C'est déjà sorti. Alors, on peut aussi l'avoir sur différentes plateformes, hein. Jusqu'à il y a 2 semaines, c'était disponible surtout aux US. Il fallait utiliser un VPN pour y accéder. Mais là, moi, par exemple, en France, sans VPN, j'y ai accès. C'est les tarots habituels d'abonnement, sachant que y a eu 2 petites choses. Alors ça, c'est très compliqué aussi à gérer, et je plains ceux qui fournissent des services, des solutions qui se basent sur les API, c'est que ça change tous les 4 matins. Le modèle économique change tous les 4 matins. Donc, il y a des choses qui deviennent gratuites, d'autres plus, d'autres avec des limitations, mais qui sont dynamiques. Il y a plein d'outils qui permettent d'agréger un petit peu différents modèles et de communiquer avec plusieurs. Bon, bah derrière, ils n'ont pas les modèles hébergés chez eux, hein. Ils font des appels à l'API qui a sous le capot. Donc, par exemple, l'API d'OpenAI. Mais sauf que ça aussi, ça change tous les 4 matins. Donc, c'est assez compliqué aussi, cette phase-là, pour stabiliser les choses. Donc, le prix d'aujourd'hui n'est pas forcément celui du mois prochain. Et en termes de fonctionnalité, c'est pareil. C'est un peu le bordel. Et on y Mais c'est accède, dispo, c'est dispo. c'est environ pour une vingtaine de dollars par mois, vous ça. pouvez y avoir accès. Bah, tu l'as dès la formule gratuite, mais tu es limité en Ouais, nombre c'est de ça. tokens, D'accord, etc. c'est pas une option supplémentaire, ils l'ont rajouté dans l'offre payante classique en fait. Tout à fait. Ouais, c'est ça, au même titre que les autres. Est-ce que c'est, tu me dis si je dis une bêtise, est-ce que ceux qui ont Copilot là avec Microsoft, qui me semble que c'est quand même un gros porteur d'affaires en termes de souscription Copilot, bénéficient de cette nouvelle version de GPT ou pas du tout? Alors, Copilot, je sais plus ce qu'ils utilisent sous le capot. Mais il me semble moi, que c'était j'utilise- OpenAI. Ouais, bah c'est Microsoft de toute façon. Donc ils utilisent. Mais il me semble pas que ça, Copilot sous le utilise capot. directement GPT. J'ai Mais, un doute sur ça. Ils Je vais te dire une utilisent bêtise. les API d'OpenAI, mais là, je dirais une connerie si je disais quel modèle exactement ils utilisent. Ok. D'ailleurs, Parce que j'avais un article passionnant qui disait que, bah, contrairement à la blockchain où tout doit partir de zéro, au niveau de l'IA, tu as des gros distributeurs déjà implémentés qui peuvent facilement vendre des produits associés. Donc Microsoft, bah, il est quasiment partout ou presque, hein. La plupart des gens ont Microsoft et pas Linux. Et donc, il y a eu une très très belle vente et une belle réussite de Copilot, notamment dans les entreprises, dans les institutions. C'est pour ça que je posais la question. J'étais curieux de savoir si ça avait touché Copilot ou pas. Ouais, surtout où Microsoft, ils ont voulu intégrer ça, enfin, on va dire pénétrer le marché des pros, etc. là-dedans. C'est que Copilot, ils l'ont rentré dans l'offre 365. Donc en fait, de fait, les boîtes ont un accès très facile à Copilot maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas. Et mais il y a des, enfin, on pourrait refaire des chroniques là-dessus dédiées, hein. Mais ça pose aussi la problématique
de la confidentialité des Des données données, et de tout bien un tas de sûr. choses, où il y a l'outil, le produit Recall de Microsoft, qui te permet voilà, d'interroger d'être avec Copilot, avec tout un tas de systèmes d'intelligence artificielle. Sauf qu'en fait, c'est comme un gros cheval de Troie que tu fous sur ton PC. Et il y a un petit malin qui a créé Total Recall, d'ailleurs, un petit jeu de mots avec ça, qui permettait de montrer et de prouver que c'était d'une facilité déconcertante, justement, de siphonner toute ta data à ce niveau-là. Donc, on est aussi sur des balbutiements, sur des choses assez émergentes, même via des très gros comme Microsoft. On dit Microsoft, bon, bah, c'est pas des lapins de 2 semaines. Bah, si, encore sur ces sujets-là, ils se font attraper sur les mêmes problèmes depuis le début, où bah, la donnée et la confidentialité, ça devient une vue de l'esprit, quoi. D'ailleurs, j'y pense, mais pareil, hein, on a déjà parlé des matériels et du hardware liés à l'IA. Il y a 2 semaines maintenant est sortie la nouvelle puce de Snapdragon, enfin de Qualcomm, pardon. Et typiquement aujourd'hui, on se rend compte que tous les constructeurs en fait mettent au point des puces qui sont faites pour l'IA avec des NPU à l'intérieur, des Neural Processing Unit. Du coup, typiquement Copilot, maintenant ils ont même carrément fait un bouton que tu cliques et ça t'ouvre directement Copilot sur ton Windows. Et c'est le cas pour maintenant une nouvelle gamme de PC Windows with Copilot, avec notamment cette nouvelle puce, la Snapdragon X Elite, un truc comme ça, Ouais, j'ai et pu pas mal de puces qui vont sortir. Et c'est la même chose chez Mac, hein, puisque la puce M3, c'est globalement la puce M2 avec un NPU. Donc, Ça. à peu de choses près, maintenant aujourd'hui, tout le monde se met à faire de l'ordinateur dans lequel il y a des unités de processus pour l'IA. Et donc, du coup, comme tu disais, Gaëtan, c'est des forts moyens pour mettre en place une IA disponible pour tous. C'est un très bon moyen de distribuer l'IA aujourd'hui. Mm. Et, C'est un et bon canal de potentiellement. distribution, c'est certain. Parce que ce qui est le plus dur côté blockchain, pour le coup, toucher le mainstream est encore assez compliqué au niveau blockchain. Donc Bah, ils je ont vais un contacter avantage Microsoft. sur le sujet. Et du coup, bah, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter, Virgile, Mika? Non, c'est bon. Non, je pense que j'en ai assez parlé. Là, on a fait un joli tour déjà. Ouais, c'était très bien, j'ai beaucoup apprécié. Et de fait, dernier sujet, bon, on voulait quand même juste un tout petit moment parler 5 minutes, hein, c'est pas faire un vrai sujet dessus. Mais juste rappeler qu'on est très heureux de pouvoir travailler avec la Fondation Solana dans le cadre d'une formation offerte pour 80 personnes. C'est quand même pas rien. On a réussi donc à mettre tous les process en place en 2 mois globalement pour faire en sorte de faire rentrer 80 personnes. Ils ont commencé mardi. Nos 80 personnes, il y en a pas mal, je sais, dans le chat ou tout simplement sur notre Discord, des anciens qui continuent. J'ai l'honneur de leur présenter les 2 premiers cours, les cours d'introduction vraiment, avant de laisser place à des experts, à des gens qui s'y connaissent vraiment. Cyril ne dort plus, ouais, je dors pas beaucoup là en ce moment. Mais ouais, on est vraiment ravis. Je pense que c'est aussi un bon moyen pour nous, en tant que personnes d'Alira qui pensons s'y connaître dans le monde de la blockchain, de voir de nouveaux paradigmes. C'est toujours intéressant de se dire, ok, bon bah je connais quelque chose et j'ai approfondi le truc au maximum et donc j'ai l'impression d'en connaître tous les rouages. Et d'un coup on te dit, bah ouais, mais t'as appris le vélo, mais mon gars, il y a la moto qui existe à côté. Et de se dire que bah en fait on n'a pas connaissance sur tout. Et c'est un ravissement, j'avoue, de pouvoir proposer cette formation. Parce que c'est une technologie différente, parce que c'est un nouveau moyen de comprendre les choses, et c'est de fait un moyen de s'ouvrir aussi au monde, et d'ouvrir aussi plein de personnes qui ont envie de se former à un monde différent aussi. On sait que Solana est pas mal critiqué pour plein de sujets différents, mais ils sont aussi extrêmement novateurs pour plein d'autres. Et du coup, pouvoir enseigner ça, c'est un plaisir. Voilà, c'était à peu près tout ce qu'on voulait dire. Ça s'est bien passé. On a pu avoir avec nous la responsable monde growth de Solana. On a pu avoir avec nous la personne qui gère l'ensemble des relations développeurs
pendant le live de rentrée. On aura avec nous, et du coup maintenant on les a annoncés, donc je peux un peu en parler. On aura avec nous donc à partir de la semaine prochaine un des CTO de chez Anzu qui a notamment codé la SVM, donc on est très heureux de pouvoir travailler avec lui. On reçoit avec nous le CTO de Solana Mobile, donc la branche Saga de Solana. Donc pareil, encore une fois, ce sont des Français et Cocorico, on forme bien les gens et du coup, il y a des gens qui sont forts un peu partout dans toutes les blockchains. On va recevoir avec nous le product owner de chez Unstoppable Finance, Arthur Fasgraf, qui va nous faire le plaisir de nous parler de pas mal d'aspects de cet écosystème. On va recevoir avec nous Clément Fournier, qui est développeur pour une boîte à San Francisco, je ne me rappelle plus laquelle, qui travaille pas mal sur pas mal de projets. On aura Odomar, qui est de son pseudo évidemment, un développeur Solana en France et qui a pareil travaillé sur plein de projets différents et qui va enseigner à nos élèves le Rust et le reste des programmes sur Solana. On recevra enfin Timoun, qui est un validateur sur Solana et qui va nous parler justement de ce business, comment ça marche. On connaît bien Ethereum, on connaît bien Bitcoin. Le business du Bitcoin et du minage, on en a parlé plus d'une fois. Eh bien, c'est important pour nous aussi de parler de comment on participe à la décentralisation de Solana, parce que oui, décentralisation existe sur Solana. Euh, donc voilà, on est très heureux. Ah bah, Timoun qui est avec nous, merveilleux. Donc voilà, donc je suis vraiment ravi de cette formation. On a réussi à avoir un panel d'experts. Et du coup, on espère, s'il y a une volonté de tous, aussi bien de la fondation que des gens, on espère pouvoir la reproduire sur une prochaine fois, peut-être en octobre ou quoi. On verra ce qu'en propose la fondation. Mais voilà, en tout cas, on est ravis, ça se passe très bien pour l'instant. Et malgré pas assez de sommeil, on fait avancer les choses. Mais et juste pour conclure, c'est excellent qu'on ait pu avoir ce partenariat. C'est pas facile d'avoir des formations comme ça financées par d'aussi gros acteurs. La fondation, c'est pas non plus n'importe qui. Et donc, si vous êtes déjà développeur sur le VM, que vous avez déjà été formé chez nous, par exemple, et que ça vous intéresse aussi d'être formé sur Solana, bah, restez en contact, puisqu'effectivement, on essaiera de créer une deuxième cohorte en fin d'année. On ne promet rien, hein, parce que ça ne dépend pas que de nous. Mais c'est dans les Voir cartes. pour des consultants. D'ailleurs, voir pour des consultants, faire une formation non technique. Non dev, tout à fait également. Voilà, donc restez au courant et de toute façon, restez sur nos réseaux sociaux divers et variés, parce que c'est là-dessus qu'on communiquera tout ce genre d'informations. Exactement. Et du coup, pour ceux qui nous suivent sans être des fervents apprenants de chez nous ou des alumni, la prochaine promo commencera en septembre prochain. Ce sera la promo Hamilton. Et on sera ravis de vous accueillir. Donc n'hésitez pas à arriver sur le site www.alira.fr/rendez-vous. Rendez-vous, excusez-moi. Et vous pourrez avoir un rendez-vous avec nos conseillers de formation qui vont du coup vous permettre de vous inscrire chez nous, profiter des différents financements aussi que propose la France, vos systèmes d'OPCO et ce genre de choses. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, en tout cas on se fera un plaisir de vous recevoir. Jérôme est déjà avec nous. Et donc, voilà. C'est à peu près tout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mika, Gaëtan et Virgile. On vous souhaite à tous une très bonne après-midi et à la semaine prochaine. Ciao, bonne Allez, semaine. ciao, ciao. Salut tout le monde. Life is just